Bonjour, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle générative dans les mémoires et thèses spécifiquement. Alors, nous allons aborder aujourd'hui les obligations, responsabilités et bonnes pratiques qui vous concernent dans cette étape importante de votre programme de recherche. Alors, le déroulement du webinaire va suivre les étapes suivantes. Alors, je vais d'abord vous parler du cadre éthique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans les mémoires et les thèses. Ensuite, Sema Swissy va aborder avec vous les lignes directrices et les implications pour les étudiants. Nous allons prendre quelques moments pour vous exposer la nouvelle règle qui concerne l'IA générative pour les mémoires et les thèses. Et nous prendrons un temps conséquent à la fin pour une période de questions et nous allons vous partager, bien entendu, différentes ressources utiles. Alors, le cadre éthique sur l'utilisation dans l'intelligence artificielle dans les mémoires et les thèses. Alors, c'est important de vous situer un petit peu dans le contexte. Alors, l'Université Laval a adopté des principes directeurs concernant l'intelligence artificielle à l'Université Laval qui portaient sur l'enseignement. Alors, nous avons souhaité à la Faculté des études supérieures mener une réflexion approfondie sur les implications pour les mémoires et les thèses plus spécifiquement. Et c'est donc de cette question que nous allons vous entretenir aujourd'hui. Alors, la position que nous avons adoptée à l'échelle institutionnelle est donc une posture qui se veut ouverte et plutôt éducative que de porter sur l'interdiction euh, de l'utilisation de ces technologies. Alors, plutôt que d'interdire ou d'autoriser de manière très figée l'utilisation de ces technologies, la FESP vous propose un cadre structurant et qui se veut aussi évolutif au gré de l'évolution des technologies, qui est articulé autour de moments clés de votre processus de recherche. Alors, ce cadre, il vise d'une part à responsabiliser chaque étudiant et étudiante par rapport à sa propre utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, le but est de s'assurer que chaque personne soit bien informée et sensibilisée par rapport aux enjeux afin d'assurer une utilisation éthique et responsable de ces technologies tout au long du processus de recherche. Euh, on souhaite aussi encourager une discussion ouverte. Alors, un dialogue qui se veut vraiment bidirectionnel pour une réflexion sur les usages pertinents, les limites et les opportunités de l'intelligence artificielle générative dans les mémoires et thèses. Ensuite, il s'agit de favoriser la transparence. Alors, nous vous invitons à fournir tant à votre direction de recherche qu'aux membres du jury une information claire et transparente sur l'utilisation qui aura été faite de l'intelligence artificielle générative. Et enfin, offrir un cadre institutionnel qui se veut uniformisé. Donc, on veut proposer des recommandations claires afin d'implanter des modalités de déclaration harmonisées à travers l'ensemble des programmes à l'Université Laval. Alors, l'objectif de tout ça n'est donc pas de contrôler, mais bien d'outiller et de s'assurer que chaque étudiant soit accompagné afin d'encadrer également de manière responsable les usages de l'intelligence générative dans les travaux de recherche au cycle supérieur. Alors, comme je le disais précédemment, les lignes directrices ne sont pas figées, alors elles vont évoluer dans le temps, tout comme les technologies qui les inspirent. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, il faut le considérer comme un travail vivant qui va être appelé à s'enrichir à travers le temps. Alors, ça va être important pour vous de rester bien à l'affût de tous les développements à ce sujet-là. Alors, l'intelligence artificielle générative, elle se transforme évidemment rapidement et elle transforme également nos façons de faire, tant en recherche qu'en enseignement. Alors, nous allons nous assurer de réviser nos directives au fur et à mesure que les technologies progressent et que, on aura une meilleure compréhension des impacts de l'intelligence artificielle sur les compétences à développer au cycle supérieur.
Les cadres juridiques vont évoluer également, notamment en matière de droit d'auteur. Alors, il s'agit de rester à l'affût de ces développements. De même, de nouveaux enjeux émergents surgissent dans la formation des futurs chercheurs et il sera important de rester à l'affût de ces développements également. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est donc une base qui est appelée à grandir avec vous tout au long de votre parcours, avec vos pratiques et au gré des réflexions collectives que nous mènerons ensemble comme université. Alors, pour soutenir l'encadrement et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative dans les mémoires et thèses, nous avons mis en place un cadre éthique. Ce cadre s'accompagne de plusieurs outils concrets qui sont accessibles via une nouvelle page web dédiée dont vous avez l'information à l'écran. Un plan de collaboration entre la direction de recherche et la personne étudiante existe déjà à l'Université Laval. Alors, on souhaite que ce plan-là soit utilisé dès le début de parcours pour favoriser une entente claire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dès le début du projet, mais aussi tout au long de l'avancement de la recherche parce que on sait que c'est quelque chose qui peut évoluer à travers le parcours. Nous vous proposons également une trousse d'accompagnement qui regroupe des ressources, des exemples et des recommandations pratiques. Nous avons aussi développé un modèle de journal de bord. Alors, ce journal de bord vise à permettre à chaque personne étudiante de documenter ses usages de l'intelligence artificielle générative tout au long du processus de recherche afin d'être en mesure d'en faire une déclaration complète au moment opportun. Et enfin, euh, vous trouverez des consignes pour produire la déclaration obligatoire qui devra accompagner le dépôt du mémoire et de la thèse à compter du mois de janvier 2026. Ces outils visent à encadrer sans restreindre en favorisant la réflexion critique, la transparence et une conduite responsable de la recherche à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Alors, une vue d'ensemble sur les mesures et les recommandations. Alors, tout au long de la recherche, nous souhaitons accompagner les personnes étudiantes dans l'utilisation responsable tout au long donc du parcours. Plusieurs mesures et recommandations ont été mises en place. Alors, il s'agit d'abord de s'approprier la trousse et de s'y référer régulièrement. C'est un document qui va évoluer avec le temps, comme je le disais en introduction. Alors, il est important de consulter notre page web en continu. Ensuite, au cœur de toute notre démarche, nous avons placé la discussion avec la direction de recherche au cœur. Alors, il s'agit de consulter votre direction de recherche de manière continue et d'utiliser le plan de collaboration pour coucher sur papier les éléments sur lesquels vous vous êtes entendu pour une utilisation adéquate des technologies d'intelligence artificielle et d'aborder régulièrement toute question qui pourrait se poser avec votre direction de recherche afin de vous assurer également d'être sur la même page à ce sujet-là. Ensuite, vérifier l'existence d'autres règles ou balises spécifiques qui pourraient s'appliquer au programme ou à la discipline. Alors, il est possible que les programmes d'études vont, avec le temps, développer des règles spécifiques et la culture disciplinaire va aussi progressivement s'établir en matière d'intelligence artificielle. Alors, il est important de rester à l'affût de ces développements. Ensuite, documenter les usages de l'intelligence artificielle générative dans un journal de bord ou tout autre outil que vous pouvez privilégier pour assurer la traçabilité et la transparence de votre utilisation. Enfin, à la fin de la recherche, une déclaration obligatoire devra être intégrée à l'avant-propos de votre mémoire ou de votre thèse, et ce, à partir de la session d'hiver 2026. Alors, pour appuyer concrètement les personnes étudiantes
dans l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative. Une trousse de référence a été développée. Elle rassemble l'ensemble des mesures et recommandations qui sont présentées dans le cadre éthique et elle vise à vous outiller tout au long de votre parcours de recherche. Elle comprend 6 lignes directrices claires pour encadrer ces usages dans les mémoires et thèses. Elle comprend une présentation des risques et défis qui sont associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, des conseils pratiques et des exemples de bonnes pratiques pour guider les personnes étudiantes, et enfin, une information institutionnelle essentielle pour assurer une utilisation conforme aux attentes de l'université. Cette trousse est accessible en ligne et nous vous invitons à la consulter régulièrement et à l'intégrer dans vos pratiques. Alors, pour ce qui est des lignes directrices pour une utilisation responsable de l'IA générative, ben, vous pouvez les trouver, comme on vient de le souligner, dans la trousse pour une utilisation responsable de l'IA générative. Ces lignes directrices s'articulent autour de 6 thèmes, donc 6 points de vigilance qui sont formulés pour vous guider dans votre réflexion autour des utilisations de l'IA dans votre recherche. Les lignes directrices vous expliquent en fait les principaux risques et les enjeux que posent ces outils en lien avec chacun de ces thèmes et vous proposent également des recommandations concrètes, donc des pratiques suggérées pour prévenir les risques et surtout pour les éviter. Nous allons passer en revue chacune de ces lignes directrices et les bonnes pratiques qui sont associées. Mais avant cela, j'aimerais peut-être souligner d'emblée que toutes ces recommandations doivent toujours être discutées et validées avec votre direction de recherche pour vous assurer qu'elles sont bien adaptées et qu'elles sont bien suffisantes selon votre discipline ou encore selon votre projet de recherche. Donc, pour ce qui est de la première ligne directrice, ben, l'objectif, c'est de préserver l'acquisition des compétences en recherche. C'est primordial et ce n'est pas pour rien que c'est placé en première position. Donc, c'est au cœur des objectifs des études au cycle supérieur et c'est ce qui va garantir en fait la qualité de votre formation et de votre diplôme. Parce que les effets de l'IA générative sur l'apprentissage et sur le développement des compétences, ils sont encore peu connus, peu documentés. On n'a pas suffisamment de recul pour tirer des conclusions solides à cette étape. Certains estiment d'ailleurs que cela dépend de la façon dont on utilise ces outils, à quel point c'est une interaction qui stimule la réflexion, le sens critique, ou au contraire, ces outils sont utilisés de manière à remplacer la réflexion et l'esprit critique. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ces outils ne doivent pas se substituer aux activités intellectuelles clés, mais simplement les appuyer. Donc, il faut éviter d'arriver à une utilisation qui devient très récurrente et qui risque de mener à la diminution de la motivation ou à l'engagement dans votre projet de recherche. Euh, Voici quelques bonnes pratiques qui sont tirées de la trousse pour éviter justement ces risques donc, de nuire au développement des compétences en recherche. Donc d'abord, définir clairement les tâches où l'IA générative peut être utilisée, par exemple pour repérer des articles pertinents ou traduire un texte au besoin. Et à l'inverse, donc identifier ou préciser toutes les utilisations où l'IA ne doit pas donc venir remplacer l'effort intellectuel, comme la construction d'une argumentation, la structuration des idées ou encore la synthèse et l'analyse de données. On vous recommande dans la trousse de continuer à rédiger vos travaux de manière autonome parce que la rédaction stimule justement la réflexion, de continuer aussi à lire les publications scientifiques de manière approfondie, non seulement pour bien comprendre le contenu spécifique lié à votre projet de recherche, mais aussi pour vous inspirer de la manière de faire plus généralement, donc les façons de faire méthodologiques, des normes de rédaction scientifique, de votre discipline, etc. Donc, c'est très important de continuer à lire en profondeur les articles scientifiques. Tout cela fait partie de votre processus d'apprentissage et du développement de vos compétences en recherche. Même s'il existe des outils qui peuvent vous faire gagner du temps ou vous faciliter certaines tâches, il faut essayer d'y résister parce que dans les faits, vous tirez beaucoup d'avantages aussi en effectuant le travail par vous-même. Euh, Si je passe à la deuxième ligne directrice, donc qui porte sur un autre enjeu fondamental, qui est la vérification et la validation des contenus générés par l'IA générative.
Vous le savez, ces outils reposent sur des modèles statistiques qui produisent des énoncés plausibles, mais parfois erronés, biaisés ou inventés. Les outils ne comprennent pas la causalité et peuvent générer ce qu'on appelle des hallucinations ou reproduire aussi des biais discriminatoires. Donc, étant donné la nature même de ces outils et leur mode de fonctionnement, la vérification des contenus qui sont générés doit être vraiment systématique. C'est sûr qu'on parle d'outils de plus en plus performants et précis, mais ça ne peut pas remplacer entièrement l'esprit critique humain, votre connaissance plus fine de votre contexte, des faits, des nuances, donc autour de votre recherche. Donc tous ces éléments-là échappent à la machine et doivent vraiment euh, toujours être réalisés par l'esprit humain. Dans les pratiques suggérées, on vous rappelle qu'il est indispensable d'avoir une posture critique face au contenu produit par l'IA générative. Il faut les confronter à la logique, aux faits, aux connaissances préalables sur le sujet. D'ailleurs, plus on maîtrise le sujet sur lequel on interagit avec l'IA, mieux on peut utiliser, mieux on est capable de formuler nos requêtes et de repérer plus facilement ce qui est juste ou non dans les réponses qui nous sont générées par les outils. Et comme les connaissances sont toujours en construction, donc il ne faut pas négliger de toujours valider avec d'autres sources qui sont fiables parce que l'IA ne peut pas être votre source en fait unique dans le cadre d'un travail scientifique. C'est important de le souligner, les contenus qui sont produits par l'IA ne peuvent pas être intégrés tels quels aussi, donc on ne peut pas faire copier-coller, c'est vraiment déconseillé. Il faut toujours vérifier. Même quand il s'agit d'une simple révision linguistique de votre propre texte, la relecture et la vérification demeurent incontournables. Attention d'ailleurs, en cas d'erreur de données ou de références inventées, la responsabilité du contenu généré par l'IA revient entièrement à la personne étudiante et ça peut constituer une infraction disciplinaire selon le règlement des études de l'Université Laval, parce que produire un travail qui contient des données, des faits ou des informations inventées des informations inventées, ben, ça constitue une infraction disciplinaire selon le règlement de l'Université Laval. Pour ce qui est de la troisième ligne directrice, donc, on rappelle que l'intégrité académique et la conduite responsable en recherche doivent rester au cœur des pratiques, même en la présence d'outils d'IA génératifs. Donc, cela repose sur deux principes essentiels, le principe de transparence et d'honnêteté. Les contenus générés par l'IA ne sont pas véritablement originaux, ils peuvent contenir des extraits d'œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur et leur intégration dans un mémoire ou dans une thèse peut poser des risques éthiques et juridiques. Alors, voici quelques pratiques à adopter pour se conformer aux normes d'intégrité académique. D'abord, discutez ouvertement de vos intentions d'utiliser l'IA générative avec votre prof dès les premières rencontres, dès aujourd'hui, si vous ne le faites pas déjà. Donc, assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez la même compréhension des pratiques et des précautions à prendre. Il faut faire attention aussi parce qu'une utilisation non autorisée de l'IA générative peut être considérée comme une infraction disciplinaire, comme plus précisément comme le recours à une aide ou un outil non autorisé selon le règlement disciplinaire. Alors assurez-vous donc d'établir avec votre direction de recherche un cadre d'utilisation qui soit clair afin de vous éviter éventuellement tous les malentendus ultérieurement. On vous recommande également de tenir un journal de bord, comme nous l'avons souligné, donc pour documenter vos utilisations, pour documenter les décisions influencées par l'IA et toutes les réflexions autour de ces choix-là. C'est important de laisser des traces écrites au fur et à mesure que vous travaillez sur votre projet de recherche, parce que si vous ne le faites pas, ça ne sera pas facile de se rappeler plusieurs mois après. Dans le manuscrit, maintenant, il est important de citer les utilisations de l'IA de manière rigoureuse selon les normes et les bonnes pratiques de citation de votre discipline. Sur le site de la bibliothèque, il y a d'ailleurs une page où vous pourrez trouver les styles bibliographiques appropriés selon votre faculté. Donc, je vous conseille d'aller voir cette page-là. Et puis, le dernier geste à poser, donc, c'est de rédiger votre déclaration obligatoire sur l'IA et de l'intégrer dans l'avant-propos de votre mémoire et de votre thèse. La quatrième ligne directrice aborde maintenant les enjeux liés aux droits d'auteur. Ces outils sont entraînés à partir de vastes corpus,
dont une grande partie est protégée par le droit d'auteur, je l'ai souligné, ça soulève des risques importants tant pour les œuvres utilisées que pour celles que vous produisez également, c'est-à-dire votre propre travail de recherche et votre propriété intellectuelle en fait. On parle aussi bien des textes, des images et des autres œuvres qui peuvent être protégées par le droit d'auteur. Alors, pour une conduite responsable vis-à-vis du droit d'auteur, on vous recommande de ne pas téléverser dans les outils IA des œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur, par exemple des articles que vous tirez d'une base de données universitaire restreinte ou payante, parce que autrement, vous contribuez involontairement à une violation du droit d'auteur. Pour vos propres travaux aussi, donc, même si c'est votre travail, vous détenez les droits, évitez de les mettre dans les outils d'IA générative non sécurisés parce que, une fois déposés dans ces outils, ils serviront à générer de nouveaux contenus dans lesquels votre travail intellectuel ne sera pas reconnu. Donc, la solution pourrait être d'utiliser des outils d'IA qui sont sécurisés comme Copilot avec la licence institutionnelle ULaval. Il faut se connecter dans ce cas-là avec votre IDUL ULaval. L'avantage avec les outils sécurisés comme Copilot, c'est que ils nous permettent une certaine protection des contenus téléversés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas réutilisés pour l'entraînement du modèle. Il ne faut pas oublier aussi de discuter de ces enjeux liés à l'IA et le droit d'auteur et de clarifier les pratiques dans le cadre des projets collaboratifs et la coécriture d'articles. Donc, avant de passer peut-être à la prochaine ligne directrice, je voulais vous informer qu'une nouvelle règle va bientôt entrer en vigueur. Elle concerne la direction de recherche et les membres du jury qui ne seront plus autorisés à téléverser ou copier du contenu du mémoire ou de la thèse d'un étudiant dans les outils IA génératifs, également dans l'objectif de respecter votre propriété intellectuelle comme étudiant, mais aussi la confidentialité des données qui se trouvent dans votre travail et aussi pour l'objectif de l'intégrité de l'évaluation des mémoires et des thèses. La cinquième ligne directrice apporte justement un autre enjeu éthique majeur qui est la protection des données personnelles et la confidentialité dans l'usage de l'IA. Donc, pour les mêmes raisons expliquées dans la vignette sur les droits d'auteur, donc le fait que les données qui sont déposées dans l'IA finissent dans les bases de données d'apprentissage des modèles, les renseignements sensibles et confidentiels qui se trouvent dans les travaux de recherche des étudiants sont aussi exposés à des risques de diffusion non contrôlée. Alors, pour éviter ce risque, ce qu'on recommande aux étudiants, c'est d'identifier les types de données qui peuvent ou non être soumis à des outils d'IA génératifs. Donc, ne jamais saisir de données qui sont sensibles, confidentielles, qui concernent les individus ou les organisations. Identifier les outils sécurisés à privilégier comme Copilot ULaval, qui respectent les normes institutionnelles de confidentialité. Si d'autres outils semblent mieux répondre aux besoins de l'étudiant, ben, l'important c'est de renseigner au préalable sur les politiques de confidentialité, de valider l'utilisation de ces outils avec la direction de recherche. Dans les paramètres de certains outils, il est possible d'aller désactiver l'option d'utilisation des données pour l'apprentissage du modèle. Donc, le plus important, ça serait donc de vérifier si l'outil utilisé conserve bien la confidentialité et la confidentialité des données sensibles. Je soulignais également que les travaux des étudiants sont soumis à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels et toute négligence dans l'usage de ces outils peut entraîner des conséquences juridiques. Alors, la sixième ligne directrice nous invite à réfléchir cette fois à l'empreinte écologique de l'IA générative. Son développement et son fonctionnement mobilisent des ressources très importantes et consomment énormément d'énergie. Alors, dans une perspective de développement durable, l'Université Laval encourage donc la sobriété numérique. On vous invite ici à évaluer toujours la pertinence de recourir à l'IA générative en fonction de vos besoins réels. Donc, essayez de se poser toujours la question à savoir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un outil d'intelligence artificielle pour répondre à cette question? Est-ce qu'il est possible de trouver l'information recherchée autrement? Privilégier dans ces cas des ressources qui sont moins énergivores lorsque possible, comme les moteurs de recherche ou simplement les ressources en bibliothèque.
C'est sûr que l'impact est particulièrement important en ce qui concerne la génération d'images et de contenus audiovisuels. Alors, selon le contexte, évidemment, il y a des contenus qui sont libres d'accès, qui peuvent être utilisés plutôt que de recourir à générer donc des contenus audiovisuels avec les outils d'IA générative. Mais si on décide d'utiliser l'IA, que ce soit pour du texte ou pour de l'audiovisuel, on recommande alors de formuler les requêtes de manière structurée et optimale pour limiter le nombre d'itérations et donc limiter ainsi l'impact environnemental. Ça me permet donc de passer maintenant à la nouvelle règle institutionnelle qui concerne donc directement les mémoires et les thèses. Alors, à compter du 12 janvier 2026, donc la session prochaine, chaque mémoire et thèse déposée à la FESP pour évaluation devra comporter dans l'avant-propos une déclaration explicite qui atteste de l'utilisation, mais aussi de la non-utilisation d'outils d'IA générative, donc dans le cadre de la recherche ou de la rédaction. Donc, notez bien que même si l'IA générative n'est pas utilisée, il faut le mentionner dans l'avant-propos. La déclaration obligatoire prendra la forme d'un texte libre dans lequel vous décrivez votre utilisation de l'IA générative, vos motivations ainsi que les mesures prises pour en limiter les risques, donc par rapport aux précautions et recommandations que je viens de citer. C'est aussi donc une réflexion critique autour de vos utilisations de l'IA que vous êtes appelé à effectuer donc dans le cadre de cette déclaration. Dans le document consignes et informations utiles pour effectuer votre déclaration que vous trouverez sur notre page web, il y a des consignes plus détaillées et des exemples de déclarations donc, dont vous pouvez vous inspirer et qui concernent donc les différentes disciplines. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce document-là pour avoir une idée à quoi devra ressembler votre déclaration obligatoire. L'objectif de cette déclaration, c'est d'abord de faire preuve d'intégrité, donc, mais aussi d'informer les membres du jury en toute transparence de vos utilisations pour qu'ils puissent apprécier l'originalité de votre contribution en toute connaissance de cause. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment transparent et honnête dans de ces utilisations et permettre aux membres du jury d'évaluer votre travail en connaissance de cause. Euh, je passerai donc à la diapo suivante, pour rédiger justement votre déclaration obligatoire, bah, ça serait important certainement d'avoir laissé des traces de vos utilisations et de vos réflexions sur l'intégration de l'IA dans votre recherche, d'où donc la pertinence de tenir un journal de bord et de documenter vos utilisations au fur et à mesure. Alors, la FESP vous propose un modèle de journal de bord qui est accessible également sur notre page web. Vous pouvez aussi, avec votre direction de recherche, l'adapter, donc ce modèle-là, en ajoutant des questions plus spécifiques à votre domaine de recherche, à votre discipline ou à votre projet en particulier. Le journal de bord, en fait, vous prépare le terrain pour rédiger la déclaration obligatoire, mais c'est aussi pensé comme un outil formatif pour vous aider à développer donc ces réflexes éthiques et à tenir une conduite responsable et intègre en recherche. Donc, notez bien que cet outil peut être utilisé comme support pour la discussion avec votre direction de recherche, mais ça reste un document qui est recommandé, qui est destiné à votre utilisation personnelle. Donc, vous n'êtes pas appelé à le partager avec votre direction de recherche, mais ça reste donc un outil qui est pour vous, qui pour vous aider à tracer vos utilisations. Puis, même si vous avez déjà plusieurs mois ou années de recherche derrière vous aujourd'hui, on vous recommande de commencer sans plus tarder à utiliser un journal de bord, à tenter donc de le remplir de manière rétrospective pour tracer les utilisations antérieures. Alors maintenant qu'on a passé en revue l'ensemble du cadre éthique avec les 6 lignes directrices, la nouvelle règle concernant la déclaration obligatoire, les outils proposés, etc., fait que je vous propose un récapitulatif de vos responsabilités. Donc, vous êtes invité en premier lieu à lire et à vous approprier la trousse pour une utilisation responsable de l'IA générative, s'y référer de manière continue tout au long de votre recherche, comme on l'a déjà souligné. Discutez également de manière continue avec votre direction de recherche concernant les utilisations de l'IA, les consulter à chaque fois qu'il y a une nouvelle décision à prendre relativement à l'utilisation de l'IA
Donc, vous assurez d'une compréhension commune des enjeux et des mesures préventives à prendre. Vérifiez aussi s'il y a d'autres règles facultaires ou départementales sur l'utilisation de l'IA. Euh, Annie l'a souligné, donc il y a plusieurs unités qui sont en réflexion et que probablement il y a des cadres spécifiques qui vont s'ajouter pour certaines unités ou facultés. On vous invite également à documenter vos utilisations dans un journal de bord et à effectuer, donc en dernier lieu, votre déclaration obligatoire dans l'avant-propos de votre mémoire, de votre thèse, avant le dépôt initial. Puis, pour ceux et celles qui s'apprêtent justement à faire le dépôt initial, donc cette déclaration obligatoire implique donc que l'avant-propos va devenir obligatoire dans tous les types de mémoires et thèses, pas seulement les mémoires et thèses par article, mais tous les types de mémoires et thèses, et que cela va faire partie des éléments que la FESP vérifie lors de la réception de votre manuscrit. Toutes les pages de la FESP et les documents PDF qui portent sur les normes de présentation des mémoires et des thèses, tous les aides-mémoires, donc les listes de contrôle qui existent sur notre site web de la FESP ont été mises à jour et incluent désormais donc toute l'information dont vous avez besoin concernant la déclaration obligatoire dans l'avant-propos qui va entrer en vigueur donc plus spécifiquement le 12 janvier prochain. Euh, Petite précision, dans la page outils de synthèse, gabarit et langue de rédaction, donc, et plus précisément dans la section gabarit de rédaction, vous avez accès en ce moment à deux versions en fonction de la date de dépôt initial prévue, c'est-à-dire si vous déposez avant ou après le 10 janvier. Donc, c'est présenté clairement sous forme de tableau pour chaque type de mémoire et de thèse. Donc, c'est ainsi que se termine notre présentation. Merci beaucoup de votre attention.